Jungle. Les bonjours à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM à partir de 14h et c'est jusqu'à 15h. On reste ensemble dans le nid des éperviers. DLN2 numéro 18 ce vendredi. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, les staffs techniques, les COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Ensemble, nous continuons de sceller la mobilisation et intensifier la sensibilisation. C'est en vue de la reconstruction du football togolais tout simplement. Au menu du jour, Cannes 2022 des dames au Maroc. Les éperviers dames sont de retour au Bercail depuis quelques jours. Après leur élimination au premier tour, quel bilan pour la participation de la sélection togolaise? On va dire ça dans un instant. Et puis, Chan Algérie 2023. Quelle suite pour les préparatifs des éperviers locaux, bien sûr, dans les éliminatoires? Et puis, on va également terminer avec les éliminatoires Cannes 2023. Comment les éperviers peuvent-ils se relancer dans les éliminatoires après la période de doute? C'est la grande interrogation. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec la tranche des auditeurs. À vous, l'antenne. Dans l'une des éperviers, c'est avec la partie technique Théo Ajav. Merci d'être là. À la caméra, et l'homme à devant. Oui, sur le www.sportfmtg.com. J'en suis parvenu, finalement. Et sur les réseaux sociaux, ce serait avec la complicité de Roméo Yetor. Et au studio, Franck Nunyama et Angelo Folikwe de la rédaction des Sport FM. Nous recevons également Fifi Assobavi, voilà, directrice du site d'information togofoot.tg, spécialisée plutôt dans le football togolais. Présentation, je suis Aimé Lebon, DLN2. C'est parti. Bienvenue dans cette émission. Franck Nunyama. Oh là, décidément. Oui. Mania. Non, il faut bien prononcer. C'est bien Nunyama. Voilà, c'est ça. Salut à toi, bonjour. Oui, bonjour Aimé, bonjour Fifi, bonjour Angelo et auditeurs, auditrices. C'est un plaisir d'être là. N'est-ce pas? Oui. Angelo Folikwe. Bonjour. Bonjour Aimé, bonjour à tous. Ça va? Ça peut aller. Ça peut. Ça veut dire que ça va aller. pas trop. Ça peut aller. Fifi Assobavi. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon retour. Merci. Je salue le plateau. Je n'oublie pas les auditeurs et les auditrices qui sont en train de nous suivre en ce moment. Ça s'est bien passé là-bas au Maroc? Oui, ça c'est. Pour toi-même, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour moi, ça s'est bien passé. Nous sommes rentrés sains et saufs. C'est ça. Et maintenant, si nous voulons parler du résultat, bon, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc, ça ne s'est pas bien passé ailleurs. Donc, ça s'est bien passé pour tout quand même. Oui, ça va. Franck, on va commencer avec la Cannes 2022 des dames au Maroc, d'accord, avec ce premier sujet, les éperviers dames qui sont de retour au Bercail depuis quelques jours après leur élimination au premier tour. Le bilan, on va en parler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on retient, Franck? On retient que c'est une participation négative puisque en 3 matchs, le Togo n'a fait qu'un match nul et puis derrière, il y a eu 2 défaites, 3 buts marqués, 9 buts encaissés, ce qui veut dire que à chaque match, au moins la moyenne, c'est 3 buts, ce qui veut dire que le Togo est allé apprendre et n'a pas bien appris. Donc, on s'y attendait un tout petit peu par rapport à, j'allais dire, au caractère profane entre griffes de cette sélection qui n'a jamais connu une telle participation d'envergure. Donc c'était un tout petit peu attendu face au Cameroun. Là, elles ont réalisé ce qu'on peut appeler un petit exploit en faisant ce match nul de 1 partout. Après, la Zambie est arrivée plus athlétique, plus expérimentée aussi. 4-1, sans oublier le match de départ contre la Tunisie, où il y avait cette pression sur les épaules des filles de Kaïtometi, 1 but contre 4 là également, donc c'est une participation négative. Maintenant, au-delà de tout, on dira que oui, c'est une équipe qui n'a jamais vécu une telle compétition. Le staff également n'a pas eu cette occasion de pouvoir se frotter à des équipes de ce niveau, donc c'est un bilan négatif. Maintenant, ça pourrait quand même permettre au Togo d'ouvrir désormais les yeux par rapport à ce football féminin qui est en train de grandir sur le continent. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur le Nigeria, qui est 9 fois vainqueur, lorsqu'on regarde l'Afrique du Sud, lorsqu'on regarde la Zambie, la Tunisie, le Maroc, ces pays maghrébins qui mettent beaucoup de moyens dans cette discipline. Donc, j'espère que ça pourra ouvrir les yeux à ceux qui dirigent ce football ici.
Fifi Assowavi, en tout cas, vous avez été témoin oculaire donc de ces prestations là-bas, aux côtés donc de ces filles, aux côtés du staff technique, aux côtés des dirigeants également. Vous y êtes allé donc en tant que journaliste. Alors, dites-nous, quel bilan vous faites donc de cette participation togolaise? C'est un bilan négatif, comme vient de le dire mon confrère. C'est quand on prend les statistiques, quand on voit les résultats, on dit que c'est un bilan négatif sur le papier. C'est 3 matchs, 3 défaites, et 2 défaites, 1 match nul, et des 9 buts encaissés, de 3 marqués. Mais je retiens quand même qu'il y avait de la volonté, il y avait de la détermination, il y avait de l'envie de faire quelque chose, mais il n'y avait pas les armes pour aller chercher ces équipes-là. Et dans notre groupe, le Togo était la seule nation qui découvrait la compétition. Et déjà, je crois qu'on est tombé dans un groupe fort, un groupe de la mort, moi je dirais, parce qu'il y avait le Cameroun, il y avait la Zambie qui revenait des Jeux Olympiques, il y avait le Cameroun qui était déjà finaliste, il y avait la Tunisie qui revenait également dans cette compétition-là. Donc pour moi, il y avait tout cela, il y avait la volonté, mais on n'avait pas les armes véritablement pour affronter ces équipes-là. Mais en amont, il y a un travail pour moi qui n'a pas été fait. Et il faut le dire, la préparation pour moi a été bâclée parce qu'il y avait au moins la place pour accrocher une troisième place. Il y avait 3 groupes, il y avait 2 places pour les deux meilleurs deuxièmes. Voilà. Et on pouvait... Les 2 meilleurs troisièmes plutôt. Donc, moi, je me dis, si en amont, on avait bien préparé cette équipe, on avait préparé l'équipe à la hauteur de l'événement, on avait donné les moyens à cette équipe, peut-être qu'on n'aurait pas commencé cette compétition. Parce que nous étions au terrain, on a vu une équipe... Vous pensez qu'il n'y avait pas eu de moyens pour cette équipe? Les préparatifs, regardez comment nous sommes préparés. Quand on dit déjà, moyens... Déjà, bon, je ne mange pas des préparatifs parce que déjà, l'équipe l'équipe togolaise est composée à 80% des joueuses évoluant au pays. Au Togo. Il y avait la compétition n'avait pas donc commencé à temps. La compétition n'avait pas commencé à temps. Il y avait déjà... on n'avait pas commencé le championnat. On était à 5 journées, on a arrêté le championnat. Mais avant même de commencer, les filles étaient restées à la maison plusieurs mois avant de commencer ce championnat qui n'était qu'à la 5e journée avant cette compétition-là. Donc, tout ça réuni avec les préparatifs un peu... qui n'étaient vraiment pas au top, pas des matchs amicaux. Il n'y avait qu'un seul match amical contre une équipe qui était à cette compétition, c'est le Botswana. Moi, je me dis, si on avait préparé cette équipe-là à la hauteur de la tâche qui l'attendait, les filles n'auraient pas démarré cette rencontre parce que face à la Tunisie, il y avait une place pour passer. Et si on voulait accrocher cette place qualificative, cette 3e place qualificative. Il fallait bien commencer avec la Tunisie. Face à la Tunisie. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Et après, derrière, il y a le Cameroun et puis il y a la Zambie. On savait que ce serait compliqué. La seule équipe qui pouvait nous donner la chance d'être en quart de finale, c'était la Tunisie. Et moi, je crois qu'en amont, on n'a pas bien préparé les choses pour pouvoir se qualifier également. La Tunisie a refusé de donner la chance au Togo. Oui, Angelo. Bien alors, vous confirmez le fait que ce bilan soit négatif? Au regard, c'est vrai, du bilan sportif, on ne peut pas dire autre chose. Beaucoup auraient aimé, surtout les observateurs auraient aimé, même le staff technique, tout comme les joueuses. La majorité aurait aimé que le Togo soit au second tour, mais tout ça reste des souhaits hypothétiques. C'était sur les papiers. Maintenant, quand on a vu un peu les prestations de cette sélection, quoi qu'on dise, sur les 3 matchs, on peut quand même avoir une certaine note de satisfaction. Même si, oui, il y a eu des prestations tristounettes. Mais je pense que face à la Tunisie, est-ce que quelque part, les filles, le staff, tout le monde ne s'est pas vu trop beau en se disant tiens, c'est une équipe tunisienne qui revenait pour une 3e participation, qui n'a pas en tout cas de vécu sur le continent, un peu comme le Cameroun, dans une moindre mesure la Zambie, et donc dans la tête on a déjà dû jouer le match sans savoir ce qui nous attendait. Et quand on prend un but très matinal dans cette partie,
derrière, on ne peut que fondre comme la glace au soleil. C'est ce qui s'est passé avec Amé à Mouklou. Et puis les autres matchs face au Cameroun, les Camerounaises étaient très confiantes, super confiantes de marcher sur le Togo. Il y a même une qui disait on va gagner 11-0 face au Togo. Et je pense que une telle déclaration a piqué justement les filles togolaises et derrière elles se sont mouillées. On les a vues pratiquement sur tous les ballons. Et là, on s'est dit, tiens, il y avait un véritable esprit de sacrifice. Et celle qui dénote vraiment cela, c'est Odette Nitengma. Elle était pratiquement sur tous les ballons. On l'a bien, bousculée, on l'a bien égratigné, mais elle est restée... Elle a tenu, elle est restée persévérante, elle a fait face à tout ça et elle est restée juste là jusqu'au bout du match. Bon, le troisième match, franchement, on n'a pas du tout reconnu cette équipe. Est-ce que vous pensez que cette équipe a été esquintée par rapport de lessivée, j'allais dire, par rapport au match contre le Cameroun? Face aux Lions indomptables, elles ont laissé beaucoup d'énergie. Ça se comprend. Quand on voit un peu tout ce qu'elles ont donné, maintenant, face à la Zambie, c'était compliqué. Et puis là, c'est là, à un moment donné, je touche un peu, je critique objectivement Kai Tometi. On a l'impression que elle, lorsque les joueuses sont sur le terrain, sa méthode, c'est de les laisser jouer. Elle a du mal à pouvoir donner de la voix, à recadrer, à réorienter. C'est beaucoup plus Aminito à côté qui est dans ce rôle-là. Parce que pour lui, il n'est pas du tout d'accord que les filles jouent en restant assez complaisantes, en s'oubliant même dans le jeu. À un moment donné, il faut arriver à tirer les bretelles et à demander à ton fais ceci, fais cela, replace-toi, ainsi de suite. Bon, pour terminer en disant simplement que je pense que oui, c'est une participation plus ou moins honorable, mais au même moment, posons-nous les bonnes et les vraies questions. Est-ce qu'à partir de cette participation-là, la Fédération togolaise de football mettra une planification en jeu pour vraiment tirer le meilleur de ce résultat? Parce que quoi qu'on dise, un match nul, 2 défaites, c'est un résultat. À partir de ce résultat, de ce qu'on a vu, est-ce qu'on aura une véritable pyramide en matière de construction, de planification de football féminin? À ce niveau-là, l'interrogation demeure. En tout cas, on va revenir également sur cet aspect tout à l'heure. On va écouter Kodjo Avouleté sur cette participation des dames justement à cette compétition. Qu'est-ce qu'il en pense? Kodjo Avouleté vous propose de l'écouter. À l'arrivée, j'ai le sentiment que nos joueuses ont choisi leur match. J'ai le sentiment que nos joueuses y sont allées au Maroc avec quelque part dans leur tête. Le Cameroun ne doit pas marcher sur nous. Regardez les 2 matchs, le premier et le deuxième, et mettez-les en rapport au troisième. Je ne peux pas comprendre ce gap. J'ai le sentiment qu'elles sont allées pour ne pas coller face au Cameroun. Les scènes de la jubilation à l'issue du match nul contre le Cameroun, cela veut dire que c'était l'aboutissement. C'est un fort sentiment qui m'anime, que nos joueurs auraient pu faire quelque chose qui leur aurait ouvert les portes d'un second tour. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on est venu pour apprendre. Quand on peut profiter d'une situation, il faut en profiter. Et pour moi, cette équipe aurait pu profiter si tant est qu'on pouvait mettre en échec le Cameroun. Pourquoi la Tunisie va marcher sur nous? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Le match contre le Cameroun, le staff a fait un bon boulot qui a empêché les Camerounais de dérouler. Pourquoi contre la Tunisie, le staff est resté impuissant? On peut excuser le stress des joueuses, mais si le capitaine qui amène une troupe au combat, c'est lui qui a peur. Je ne sais pas pourquoi il va au combat. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne leur en veux pas. Je les encourage pour tous les efforts qu'elles ont faits. Je crois que sur les 2 matchs, elles pouvaient mieux faire parce que la chance ne sourit qu'une seule fois, dit-on. Voilà ce que dit Dr Kodjo Avouleté par rapport à cette analyse qu'il a faite sur une autopsie justement donc de la participation de cette équipe togolaise. Franck. Oui, je le comprends, je comprends parfaitement la réaction de Kodjo Avouleté. Mais derrière, j'ai comme l'impression qu'on a trop minimisé cette équipe tunisienne. Lorsque vous la prenez, cette sélection, elle a des joueuses un peu partout dans le championnat néerlandais, et chez eux, ailleurs, un peu dans l'Europe. Donc, lorsqu'on considère ce paramètre, elle est déjà au-dessus du Togo. C'est parce qu'elle n'a peut-être pas, on va dire, une certaine référence lorsqu'on parle du foot féminin sur le continent, qu'on a fait des analyses selon lesquelles le Togo pouvait. Le Togo pouvait, mais lorsqu'on regarde un peu le match, elles étaient plus techniques, mieux organisées que les Togolais. C'est vrai que la pression de la première fois qui caractérisait ce premier match du côté des Togolaises les a plongées. Lorsque vous encaissez un but à la 18e seconde, c'est très difficile de pouvoir vous relever. Et après, il y a un deuxième but. Donc, je pense que pouvait, mais on n'a pas pu.
Justement, ça veut dire qu'il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent à cette équipe nationale. Fifi le disait, on n'a pas su préparer cette équipe pour aller jouer une Coupe d'Afrique des Nations. On l'a préparée comme si elle devait jouer un championnat ici. Donc, il n'y a eu qu'un seul match amical contre une sélection, c'est le Botswana, et c'est à quelques jours. Qualifié, hein. Voilà, qui s'est qualifié. Mais c'était à quelques jours juste du début de la compétition. Donc, je pense qu'on a pêché un peu sur ce côté, sur le plan préparation de cette équipe dont pratiquement plus de 80% des joueuses évoluent ici au plan local. Et puis derrière, le staff technique également a manqué d'expérience, a manqué de discours. Dans le cadre d'un premier match en Coupe d'Afrique des Nations, ça a aussi manqué. Il va falloir retrouver ce qui a cloché, n'a pas marché à ce niveau. Cailly, Kodio le disait, se perd même. Voilà, en laissant les joueuses à elles-mêmes, ce n'est pas bien pour une sélectionneur. Il va falloir travailler également là-dessus. Angelo, est-ce que vous ne pensez pas que pour le premier match contre la Tunisie, les filles ont été peut-être victimes de cette situation selon laquelle on a pensé que la Tunisie était trop à notre portée? C'est une possibilité. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes au quotidien avec les réseaux sociaux et pratiquement avec nos téléphones, on peut tout de suite avoir une information concernant tel ou tel adversaire. Oui, quand on prend, en tout cas, en ce qui concerne le pédigré des sélections qui étaient avec le Togo, beaucoup, et même les filles. Donc, par moment, elles se sont dit, tiens, on peut tout faire en tout cas. Donc, c'est a priori un match facile. Elles pensaient que c'était un match facile pour elles. C'est là le danger. Mais aussi, je me disais que bon, quand on parle d'une ossature à 80% locale, à un moment donné, on parle quand même d'une cohésion, d'une certitude dans le jeu. Sauf que on n'a pas retrouvé ça face à la Tunisie. Donc, le fait même d'avoir encaissé ce but-là très tôt, franchement, ça a totalement liquéfié cette sélection. Et derrière, elles ne se sont pas du tout retrouvées. Et puis, il y a quand même également une chose dont on ne parle pas souvent ou bien assez, c'est le travail qui se fait au niveau des clubs. Dans le championnat féminin, quand vous allez aux entraînements des clubs, mais attendez, qu'est-ce qu'on regarde? Les schémas tactiques ne sont pas peaufinés, ne sont pas travaillés, ce n'est pas affûté. Et quand vous venez en sélection, lorsqu'on vous fait par exemple un premier atelier, peut-être conservation de balles, avec 2 fois le contrôle, et juste derrière, après 15 minutes, on vous donne un second atelier, très souvent, la plupart des filles n'arrivent pas à assimiler le premier exercice. Et derrière, c'est compliqué. Et imaginez ce que je viens de dire, juste dans un match, le replacement était très difficile pour les filles qui étaient derrière dans le premier match. C'était compliqué pour elles. Elles n'avaient pas, je dirais, cette complicité-là de pouvoir coulisser. Je ne suis pas en train de les critiquer sévèrement, mais ce n'est pas comme le foot masculin où, quand on dit une chose, on s'y attelle tout de suite et on voit le résultat, on s'applique là-dessus. Je pense que c'est une expérience. Il faut également arriver au niveau de nos clubs, revoir la façon de former nos jeunes filles, revoir la façon de diriger les séances de travail, parce que n'oublions pas, elles quitteront les clubs pour être en sélection. Et ce n'est pas en sélection qu'on vient apprendre les BA, sinon les fondamentaux. C'est ça. Mais Fifi, quelle était l'ambiance, disons, tout au long de cette compétition, avec l'ambiance bien sûr dans le groupe des filles? Est-ce que vous avez senti quand même cet enthousiasme? C'est une belle ambiance donc, tout au long de cette participation togolaise. En tout cas, ce que nous avons vu, c'est un groupe qui vit très bien. On n'a pas eu vent de problèmes à l'interne du groupe. Les filles qui étaient ensemble et qui... On s'amusait bien. On s'amusait bien. Donc, pour moi, il n'y avait eu aucun problème interne au sein de l'effectif. Mais j'aimerais quand même revenir un peu sur... Je l'ai dit tantôt. Et moi, je reste convaincu. Je reste convaincu, comme Kodjo l'a dit, qu'il y avait une place pour passer... si on avait bien négocié le match de la Tunisie. C'est pourquoi je reviens sur le fait qu'on n'ait pas bien préparé cette équipe. Problème de préparation de l'équipe. Psychologiquement surtout, à entrer dans une telle compétition. Parce que quand vous voyez le but que nous avions pris dès la 16e ou la 17e seconde, à la 17e seconde là, moi je crois que si psychologiquement les filles étaient bien préparées, on aurait
on aurait pu éviter tout cela. Ça a été un problème de traite de peur, plutôt pour moi que je ne crois pas que les filles aient cru vraiment pouvoir marcher sur la Tunisie, mais plutôt elles ne sont pas bien rentrées dans cette compétition-là. Et vous allez voir après les 2 buts, le Togo a déroulé, c'est le Togo qui a fait le match, qui avait la possession, qui avait le ballon. À un moment donné, la Tunisie a totalement reculé. On aurait même pu, si Wodikou Mafi, par 2 fois, 2 face à face, et n'avait raté l'occasion de revenir au score, on aurait pu aller à la mi-temps avec 2 buts partout. Mais derrière, en début de deuxième période, on prend un carton rouge qui a encore détruit tout. Donc moi, je pense que pour les prochaines fois, il va falloir revoir cette équipe, revoir la préparation, avoir l'ambition d'aller très loin dans cette compétition. Moi, j'ai eu l'impression qu'on est venu là-bas, bon, nous sommes là, c'est pour apprendre, c'est la première fois, donc ce n'est pas grave. Il faut qu'on arrête un peu ce discours-là et mettre véritablement les moyens, avoir une ambition d'aller au-delà, de faire quelque chose, de marquer. L'envie seule ne suffit pas. Voilà, il faut tout autour travailler. Oui, il faut habiller ses ambitions et puis clarifier donc ses ambitions. Justement, sinon le groupe a bien vécu jusqu'à la fin. Dans l'effectif, moi, je n'ai rien vu d'anormal. D'anormal. Oui, alors écoutons plutôt la sélectionneur Kaïto Méti à la suite du dernier match contre la Zambie qui scellait le sort donc, de la sélection togolaise. Kaïto Méti. Nous avons croisé une équipe zambienne plus forte que nous. Et certes, les filles ont bien joué, mais défensivement, on a commis beaucoup d'erreurs, ce qui nous a occasionné ces 4 buts. Les Zambiennes sont mieux organisées que nous. C'est une première participation. Nous avons vu tout ce qui se passe au niveau de la CAN. C'est une compétition vraiment relevée et nous allons tirer des leçons pour repréparer les filles et jouer la prochaine CAN. La Zambie n'a pas le même style de jeu que le Cameroun. Certes, le style de jeu de la Zambie a beaucoup gêné mes filles. Elles ne se sont pas retrouvées en première partie parce que on devait normalement priver le numéro 10 de la Zambie de la balle. C'est les instructions qui ont été données, mais la personne qui devait faire le travail, priver l'attaquante de la balle pour qu'on puisse jouer, ne s'est pas retrouvée. On l'a changé et mon milieu s'est retrouvé un tout petit peu. Mais dire qu'elle a péché, non. Voilà, donc Kaïto Méti, donc qui essayait de faire elle-même l'autopsie de ce match, de ce dernier match. Les consignes n'ont pas été suivies. Bon, comme d'habitude, hein, c'est toujours ça. Quand ça ne marche pas, quand ça ne marche pas, quand il y a défaite, l'entraîneur dit tout de suite, oui, j'ai donné des consignes. Il fallait priver donc le numéro 10 là de ballon. On n'a pas pu le faire et bon, voilà, c'est arrivé, Angelo. Bon, moi, ce qui me réjouit, c'est qu'elle est allée quand même découvrir que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est totalement différente de nos séances d'entraînement ici, et voire même des matchs amicaux contre un club ghanéen, contre le Botswana. C'était le Botswana, le vrai match amical. Donc, c'était le seul. Sauf que ce n'est pas arrivé dans les règles de l'art, dans le temps imparti, en tout cas avant le début de la compétition. Mais encore que, mais il ne faut pas non plus oublier, on avait demandé des matchs, mais aucun pays ne voulait donc, parce que le Togo étant, disons, considéré comme novice en la matière, bon, trouver un sparring partner justement à cette sélection, c'était aussi difficile. Il ne faut pas oublier aussi. Oui, c'est un paramètre à prendre en compte. Oui, et là, voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Toutefois, je pense que des fois aussi, ici, on prend la peine d'anticiper. On peut toujours, on peut toujours trouver des sparring partners de qualité, de bon calibre, pour franchement essayer de rehausser progressivement le niveau de cette sélection. Oui, je peux dire quelque chose, 2 minutes. Oui, je crois que par rapport à ce qu'Angelo vient de dire, moi je pense qu'il y a des équipes qui ne se sont pas qualifiées pour la CAN, mais qui sont de très bonnes équipes. En Afrique, quand on prend la Côte d'Ivoire, par exemple, moi je pense que si on avait anticipé, on avait décidé de jouer face à la Côte d'Ivoire, on peut même se déplacer pour aller jouer contre la Côte d'Ivoire. Il y a le Ghana à côté. Le Ghana, voilà, justement, le Ghana qui ne s'est pas qualifié, mais qui est également une très belle équipe. Parce que ça, c'est également par rapport à ça, on aurait demandé un match au Ghana, mais ça n'a pas été
acté. Oui, quand on va un peu encore au niveau des recoupements, on aurait appris que, par exemple, oui, le Togo devrait aller, par exemple, au Burkina Faso, mais bon, voilà, l'affaire d'argent, déplacement, billets d'avion et tout, c'était vraiment délicat tout ça. Mais bon, revenir un peu également sur le travail du staff technique, ça oui, aussi. Alors parlons-en quelques minutes. Je pense que ça a été une complémentarité entre guillemets positive pour moi, même si, oui, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, mais je pense que... Est-ce que la collaboration a été franche et bonne? Lorsque nous allons aux informations, il n'y a pas forcément d'animosité entre Kaï Tometi et puis Aminito Akouete, sauf comme je l'ai dit un peu en introduction, il y a madame qui souhaite beaucoup plus donner la latitude, la liberté aux joueuses de donner le meilleur d'elles-mêmes, et puis de l'autre côté, on a le monsieur qui veut être le gendarme. Voilà, derrière, juste toujours pour recadrer, parce que quoi qu'on dise, que vous soyez meilleur ou pas sur un match de football, des fois on se croit trop bon et on oublie certains fondamentaux. Et donc, seulement, c'est à ce niveau-là, on n'a pas senti, je pourrais dire, la passation de pouvoir entre l'une et l'autre. La complémentarité. Il n'était pas en ce niveau. J'ai même appris que Kaï, sur le match face au Cameroun, elle était souffrante. Elle ne dort pas apparemment, elle réfléchit énormément sur... Mais c'est sur ce match qu'elle avait focalisé tout elle-même. Voilà, donc c'était compliqué pour elle, l'émotion, la tension et toute la pression également autour de tout ça. Mais je le dis et je le répète pour terminer, il faut garder ce noyau-là. Il faut arriver à pouvoir fidéliser ces joueurs, trouver une formule de pouvoir toujours travailler avec elles et surtout arriver à sortir le meilleur d'elles. Sinon, on risque, un peu comme ce qui s'est passé avec l'équipe du Chan, on va essayer de casser, on va ramener d'autres filles et derrière, la cohésion ne sera pas au rendez-vous. Franck, par rapport au staff technique, Oui, le staff technique, qu'est-ce qu'il faut en dire? Je pense que depuis qu'ils sont là, on n'a pas eu vent de quelques problèmes entre Tomiti Kaï et puis Aminito à côté, aguerri sur le plan masculin, ancien entraîneur de l'Entente à Gaza, Togo Port, donc c'est quelqu'un qui est avisé. Maintenant, par rapport au football féminin, ce n'est pas la même chose. La collaboration que nous voyons de loin n'a pas de problème. Maintenant, on a une sélectionneur qui, je ne sais pas, passez-moi peut-être le mot, qui est souvent émotionnel. Ouais. Et surtout sur le match contre le Cameroun, il était au bord d'une crise émotionnelle. Un entraîneur ou bien une sélectionneur ne doit pas fonctionner comme cela. Je pense que si elle continue dans ce sens, elle va abandonner, on va dire, sa troupe quelque part, et puis voilà, elle ne saura plus ce qu'il s'est passé. Donc, je pense qu'il faut, pour Tomiti Kaï, de pouvoir travailler cette émotion et d'arriver à la gagner pour faire face aux compétitions. C'est une bonne sélectionneur, j'imagine. Donc, par rapport à ce qu'elle a fait, c'est elle qui a réussi quand même à qualifier le Togo pour la première fois. C'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Voilà. Ça porte son nom. Si ce duo peut apporter quelque chose au football féminin, il va falloir garder ce duo-là. Maintenant, j'ai pas compris certains de ses choix. Gastalia, la dernière venue, qui est souvent titularisée, je pense, sur les 3 matchs, mais qui forcément n'a pas apporté grand-chose. Elle avait un bagage physique impressionnant, mais sur le plan technique, elle a beaucoup pêché. Alors que Djambara Amiratou, qui est une joueuse, on va dire, explosive, qui n'a joué que 38 minutes sur les trois matchs. Ouais. Elle était attendue à cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on ne l'a pas vue, je ne sais pas trop pourquoi. Elle a pêché dans certains de ses choix, j'ai envie de dire. Donc, il va falloir peut-être regarder de ce côté-là. Et puis, travailler sur l'animation. Depuis, le Togo a du mal à animer son football, à produire du jeu. Donc, c'est sur ce plan que je reste un peu sur mes réserves, je ne les ai pas vues sur ce plan-là et il va falloir travailler là-dessus. Oui, Fifi, est-ce que, de l'un, nous on a dit la collaboration, bon c'est ceci, c'est cela, mais vous étiez encore plus proche de cette équipe, vous aviez été plus proche de cette équipe, alors dites-nous, quelle était l'ambiance au sein du staff technique? Oui, c'est la même chose, on voit de la même manière que vous. Ah d'accord. Oui, on n'a pas vu un problème entre les deux au niveau du staff.
on n'a pas ressenti des problèmes en tout cas, mais maintenant sur le terrain on voit qu'il y a une complémentarité, comme viennent de dire mes confrères. On voit aux séances d'entraînement Minto qui travaille énormément tactiquement avec les filles. On voit madame aussi qui travaille. Des fois, ils font deux groupes à Minto ici, madame avec les autres sur les coups de pied arrêtés. Voilà, donc c'est ce que nous avons vu de près. Maintenant, est-ce que à l'intérieur, est-ce que dans la tête des gens, il y a d'autres préoccupations, il y a des problèmes? Ça, je ne peux pas en parler. Voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, je vais ajouter par rapport au match face à la Zambie. Moi, je crois que les filles étaient fatiguées dans ce match-là. Oui, les filles, elles n'y étaient pas du tout. C'était un match totalement raté du début jusqu'à la fin. Et les Zambiennes ont bien suivi les Togolaises face au Cameroun. Donc, après le match, l'entraîneur de la Zambie même a été étonné de voir les Togolais jouer. Il a dit qu'il a été vraiment étonné parce qu'il attendait une autre équipe. Une autre réaction. Quand il a suivi le match face au Cameroun, il s'est dit cette équipe peut nous déranger. Donc, vous allez voir que dès le début du match, ils ont mis de la vivacité, de la vitesse. Et comme nous n'étions pas au point physiquement, ça nous a véritablement dérangé. Même tactiquement, vous avez vu Ekonou sur le côté qui était plus de vitesse durant toute la partie. Mais il y a aussi l'autre handicap, c'est bien sûr l'absence de la capitaine. Oui, un milieu de terrain qui aurait peut-être... Et même de... comment on dit, l'autre qui était avec reçu un carton rouge. Et la Djankale. Oui, et la Djankale qui n'a pas pu jouer cette rencontre-là. Donc, je pense, on revient encore sur l'organisation de notre football féminin. On va en parler. Sur ce match-là, la Zambie évoluait également avec une équipe à 90% locale. Et il y avait sur le terrain le jour-là qu'une seule joueuse qui évoluait à l'extérieur. Donc, vous voyez le niveau du championnat zambien qui aujourd'hui se retrouve en Coupe du Monde, en demi-finale. Ouais. Cette équipe était déjà... aux Jeux Olympiques. Ouais. Voilà, il y a un travail. Donc, il y a une progression. Il y a une progression, vous sentez. Donc, nous allons revenir sur ça. Les filles ne sont pas habituées à jouer un match tous les 3 jours. Et on l'a payé cash sur cette rencontre-là. Maintenant, par rapport à Gastalia, oui, on peut la critiquer, mais dire qu'elle n'a rien apporté. Parce que c'est une fille qui avait un bagage physique. Un bagage physique impressionnant. Et qui avalait beaucoup de défenseurs. Défenseuses, défenseurs, voilà. Et on a vu sur le match face à la Tunisie, quand elle est sortie, c'est fini. Et la Tunisie pouvait maintenant exploser, avancer. Mais quand elle est là, on a voulu mettre en fixation pour que les autres puissent avoir le temps de développer. Mais peut-être ça n'a pas marché, mais elle a quand même apporté quelque chose. Je pensais qu'on pouvait la faire jouer comme un joker, voilà, pour essayer quand même de fatiguer les défenseurs des adversaires avec d'autres joueuses qui vont vite. Et après, sur les 15 dernières minutes, avec son bagage physique, elle pouvait faire la différence. Si je disais qu'elle n'a rien apporté, effectivement, elle n'a rien apporté, à mes yeux, moi. Sinon, voilà, bon, je ne dis pas que c'est une mauvaise joueuse, mais... bon. Non, mais... Je crois que le problème aussi pour Gastalia, c'est que il y a eu des difficultés d'adaptation. Elle vient de découvrir. Et non seulement cela, vous savez que le mécanisme, l'automatisme n'était pas là, forcément, parce qu'elle était la dernière à arriver, et donc découvrir un groupe. Bon, elle a tout fait pour s'imprégner, mais bon, je crois que avec le temps, un peu. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, c'est pas ce qu'on dit. Oui. Bon, alors on va écouter Njambara, donc dont vous parliez tout à l'heure, qui aurait pu et qui a pu disputer finalement 38 minutes pour les 3 matchs. Nous l'écoutons en fait. Pour une première participation, je peux dire qu'on n'a pas été mal. On a défendu les couleurs de notre drapeau comme on peut. Et on est fiers. On ne regrette rien. Personnellement, je peux dire, je n'ai pas eu assez de temps de jeu, mais je ne regrette pas. Tant que l'équipe est soudée, tout se passe bien. Je rends grâce. Il n'y a pas eu de blessés. On n'a pas eu de blessés, donc... Personnellement, je suis fier. Tant de fois qu'on pourra revenir. Et s'il faut répéter, on va le faire jusqu'à ce qu'une fois, nous aussi, on soulève la coupe. Il faudra améliorer en plus d'exercices personnels et d'exercices collectifs parce qu'on a un qui est un peu... On ne s'entend pas trop bien dans le terrain. On sont un peu dispersés là, mais avec les entraînements et aussi un peu d'amélioration dans le football féminin au Togo, je pense que ça va aller.
Voilà, c'était bien sûr Djambara justement qui parlait donc de cette participation. Bon, ok, ça va toujours s'améliorer. On espère que ça va venir. On va maintenant espérer simplement qu'on puisse tirer réellement le son. Parce qu'on dit toujours, on va tirer le son, mais on n'en tire jamais. Oui. C'est aussi ça le problème, Angelo. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est oui, qu'aujourd'hui, moi je dis que le football féminin en Afrique, c'est encore un champ vierge. Le Togo, aujourd'hui, a la possibilité de se hisser rapidement au haut niveau en décidant de faire, de véritablement mettre d'en faire quelque chose. D'en faire quelque chose, de se dire, dans 5 ans, je veux jouer peut-être les demi-finales, pourquoi pas la finale? Parce qu'il y a de la place, au fait. Il y a de la place. Vous avez vu... Rapidement, le Botswana s'est retrouvé en quart de finale. Maintenant, il faut prendre la décision, il faut mettre les moyens, il faut se décider à faire vraiment le football féminin. Moi, je crois que ça va. Ouais, les moyens au niveau de l'organisation des compétitions au niveau national, mais quand même, il faut quand même reconnaître que l'État a fait ce qu'il fallait donc, pour la participation de ces filles. D'abord avec, bien sûr, disons, la prime de qualification. Bon, je crois que oui, c'était à saluer. On l'a fait. Ça commence à aller. Et je crois également, Madame le ministre a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour booster justement le moral et des joueuses et du staff technique de la fédération et même du public sportif. La fédération également avec le colonel qui a également fait ce qu'elle pouvait, la fédération je veux dire. Mais je crois que oui, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et s'organiser. C'est ce qu'on se dit, Angelo. Non, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, tel Fifi est en train de le déclarer. On a l'impression que tout ce qu'on dit, on ne le prend pas forcément en compte. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise, même si personnellement, le football féminin, bon, je le dis souvent, hein, il y a beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je pense juste ces filles, là, premier aspect, ces filles qui ont été à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je ne vois pas combien de fois on a fait la communication autour de cette sélection pour que vraiment le public soit imprégné de cette qualification, à part les réseaux sociaux. Je dis bien à part les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de communication autour de cette sélection comme il se doit. Deuxième aspect, on a un championnat qui a été arrêté à la 5e journée. On va repartir bientôt le 24 prochain pour la phase retour. Est-ce que ces filles-là qui ont participé à la CAN, combien va-t-on prendre pour servir de tête de gondole, de tête de figure de proue, pour qu'on puisse dire que oui, sur ce match, il y a Ella Djankale, il y a Sama Koudjoukalo, ou bien il y a tel qui fait partie d'un tel club et le public doit sortir pour venir voir exactement ce qu'elles sont capables de produire dans un match. À partir de là, on est en train de titiller un tout petit peu l'engouement du public à suivre le football féminin. Au-delà de ça, on dit souvent que la FIFA met autant d'argent dans le football féminin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce que les clubs prennent en ce qui concerne les subventions, c'est maigre. C'est même presque inexistant, c'est même insuffisant. À ce niveau-là, quelle politique faut-il mettre en place pour permettre à ce que les clubs soient mieux outillés, soient mieux, on pourra dire, accompagnés? Pour terminer en disant ceci, il faut que les filles également, celles qui font partie de notre championnat, qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations, se mettent en tête que la sélection, ce n'est pas un titre foncier. Ce sont les meilleurs du moment qui en font partie. Et donc, au niveau de vos clubs, vous devez continuer à travailler. Sinon, vous ne serez plus la prochaine fois appelé en sélection. Oui, je voudrais ajouter que ce n'est pas une participation vaine. On a vu Odette Nitengmo qui a été nominé au niveau de la CAF Award et qui va changer d'ailleurs de club. Va quitter Raja Ain Arouda en deuxième division pour aller à un autre club. C'est déjà bien. Et Sama Koudjoukalo qui a été élue meilleure joueuse au sortir du match contre le Cameroun. Donc, ça veut dire que ça vient. Il va falloir maintenant s'organiser, mettre les moyens qu'il faut pour que ce football féminin prenne de l'envol. En tout cas, même Odette n'a pas joué à son meilleur niveau. Elle était très blessée sur les 3 matchs. D'accord. Bien, c'était donc les éperviers dames, c'est d'elles qu'on parlait en l'instant. Deuxième sujet, c'est le CHAN Algérie 2023. Bien, avec, disons, les préparatifs des éperviers locaux pour, disons, ces éliminatoires. Et on va écouter tout à l'heure Jonas Kokou Komla,
oui, c'est bien ça. Oui, c'est Jonas Kokou Komla. Jonas Kokou Komla, justement, à la fin de son stage avec sa troupe, qu'est-ce qu'il en pense et quelle sera la suite donc des préparatifs? On revient tout à l'heure. Les 9 jours, comme je l'avais dit au début, c'est un stage qui a été beaucoup plus accentué sur l'endurance, la condition physique, la mise en forme, parce que les joueurs viennent de 3 semaines de repos. Donc il fallait faire une petite mise en forme des joueurs sur le plan physique. Mais on n'a pas oublié aussi quelques aspects technico-tactiques, sans oublier aussi le mental, parce qu'on a un match aller-retour à jouer. Donc mentalement, il faut qu'on soit très fort. Faire un résultat ici, aller faire un résultat à l'extérieur. Donc on a travaillé sur ces aspects. On a essayé de mettre les joueurs à niveau. Maintenant, certains vont retourner dans leur club, d'autres auront des programmes individuels pour continuer à travailler avant la reprise des clubs ou bien avant le prochain regroupement. Donc je pense qu'il y a déjà des acquis. En 9 jours, en 2 matchs, on a marqué 7 buts déjà, c'est pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on continue à travailler. Ne pas se dire qu'on a marqué 7 buts, que tout est bon. Non, tout n'est pas bon. Il y a beaucoup de choses encore à travailler sur le plan tactique, sur le plan technique et mental, qu'on doit encore améliorer parce que là, on va jouer contre un autre pays. Donc, qui a été quart de finaliste du dernier CHAN. Donc ça veut dire que c'est un gros morceau qu'on ne va pas sous-estimer. Donc il faut qu'on soit bien outillé pour affronter notre adversaire du mois d'août. Voilà, c'était le sélectionneur des éperviers locaux, Jonas Kokou Komla, qui s'exprimait à la fin donc du stage de 9 jours. Ben voilà, ce serait bien sûr une pression pour Jonas Kokou Komla, justement une pression parce que le Togo a déjà participé donc à ce CHAN sous un autre entraîneur. Je pourrais parler de Jean-Paul Abalon et qui a fait donc bonne impression même si on n'est pas allé loin. Et alors il faudrait justement qu'on se qualifie d'abord. Et c'est ça le problème. C'est ça la pression qui doit tourner tous les jours dans la tête de Jonas Kokou Komla. Cette qualification historique pour le CHAN de la dernière fois permet aujourd'hui au Togo d'être exempté du premier tour et de ne jouer que le deuxième contre le Niger en aller-retour. En aller-retour, une double confrontation entre le 26 et le 28 août à venir. Donc Jonas parlait de préparation mentale, c'est vrai, parce que face aux Nigériens, il va falloir être solide dans la tête. Il l'a dit, c'était un des derniers quarts de finalistes du dernier CHAN. C'est une équipe localement solide qui a un fond de jeu assez intéressant. Il a dit tactique, c'est vrai également. Il va falloir maîtriser voilà le système de jeu, la philosophie de jeu à développer face au MENA du Niger. Il parlait du but marqué par rapport à ce stage, 7 au total, 3 contre une sélection militaire et puis 4 contre la SOTR, ça ne veut rien dire. C'est des équipes qui sont en train de reprendre leur compétition, de s'apprêter pour revenir, qui en championnat, qui en une compétition continentale. Donc ça ne veut rien dire, il ne faut même pas regarder ces 7 buts marqués. Ce sera le Niger, le MENA, très difficile, une équipe très athlétique. Et ce qui fait le problème également, c'est que le Togo ne sera pas en championnat avant cette double confrontation contre le MENA. Ça pose un problème. Il va falloir reprendre rapidement les choses, jouer des matchs amicaux assez intéressants pour être prêt pour cette échéance. Si le Togo se loupait, ce sera vraiment dommage. Ce que Franck dit est vraiment fondamental. Le Niger, par exemple, a participé à un tournoi à 4 en fin juin dernier, avec l'Algérie, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Pendant ce temps, nous on est là, on assiste. C'était en Algérie. Ouais. Et vous êtes là mais attendez. On a joué une sélection militaire. Non mais attendez. Mais on aura toujours les mêmes résultats. On aura toujours les mêmes résultats. Je sais, oui, le football a ses mystères, tout ce qu'on peut me raconter, mais tout part de la base, tout part des préparatifs. Si ce n'est pas bien fait, n'espérons pas du tout avoir de bons résultats. On parle du Niger, oui, on vous dira, oui, bon, c'est le Niger, hein, juste à côté. C'est un pays qui n'a jamais été au mondial, qui ne connaît pas d'histoire footballistique sur le continent. Ce n'est plus ce discours qu'il faudra tenir. Hein. Harouna Doula, le sélectionneur, connaît bien sa troupe. Voilà pourquoi la dernière fois, ils étaient du côté de l'Algérie pour préparer justement ce CHAN-là. On part du 26 au 28 août, c'est juste demain. C'est juste demain. Bon, j'apprends comme quoi il y aura des matchs amicaux qui vont être programmés quand et quand est-ce qu'on va les jouer. C'est vrai, on a une ossature locale intéressante. Les Ouattara Moutalibou, les Ouronieni Wassiou, les Abutieri et que sais-je encore. Mais trouvons de véritables sparring partenaires pour ces joueurs avant de pouvoir jouer le Niger en aller-retour. Vous l'avez dit, la pression, elle est sur Jonas Kokou Komla. On a vu comment le Togo
s'est bien débrouillé au CHAN, sortir avec 3 points. Le Togo pouvait quand même accrocher la 3e meilleure place, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, ce n'est pas encore aussi catastrophique. Maintenant, avec ce groupe-là, Jonas Koko Komla a l'obligation de résultat. Et vivement que la fédération l'accompagne pour qu'on ait de vrais challengers pour permettre à la sélection de mieux se préparer. C'est vrai que c'est des matchs en aller-retour, mais on sait très bien que le péché commun des sélections nationales au Togo, c'est qu'on n'arrive pas à jouer les secondes périodes. À partir de là, il faut arriver à corriger ça. Fifi, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement par rapport à cette sélection des locaux? Oui, justement, il faut multiplier les regroupements pointillés de matchs amicaux et des matchs amicaux avec des pays, pas avec des clubs. Et, quand on veut jouer le CHAN et quand on veut préparer le CHAN, il faut jouer face à de bons adversaires qui pourraient nous mettre dans le bain de la rencontre face au Niger. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure mes confrères, il n'y a pas de championnat. Le championnat ne reprend que le 16 octobre, je crois. En octobre, actuellement, certains joueurs de cette sélection sont à la maison. Ils sont en vacances. Sont en vacances. C'est vrai que le ASCO et ASK ont repris les entraînements et qu'il y a beaucoup de joueurs là-bas. Ça va aider la sélection nationale. Maintenant, il faut trouver de très bons matchs amicaux pour ces locaux-là, des regroupements. Comme on est en train de le faire de temps en temps, 9 jours, il faut rapidement se regrouper et préparer cette rencontre-là. Comme l'a dit Angelo, notre problème, c'est que des fois, on a l'impression d'être surpris à la dernière minute, quoi. On sait depuis maintenant 2 mois que nous allons jouer en août. Quel est le programme de préparation de ces équipes-là? Est-ce qu'on attend que d'autres sélections nous appellent pour des matchs amicaux? Nous aussi, nous devons mettre les moyens pour aller chercher des matchs amicaux, accueillir également les gens. C'est très, très important si nous voulons aller loin. Le CHAN, aujourd'hui, tout le monde, toutes les équipes locales en Afrique veulent participer au CHAN. C'est vrai, au début, c'était pas ça, mais maintenant, tout le monde veut participer à cette compétition-là. Donc, mettons véritablement les moyens pour donner la chance à cette équipe d'être présent au CHAN. En tout cas, on reviendra toujours sur cela et donc faire en sorte que cette sélection locale puisse se qualifier, mais il faut d'abord mettre les moyens pour trouver, donc comme les uns et les autres l'ont dit, des sparring partners justement qui permettent à ce que les joueurs soient aguerris avant ce match fatidique contre le Niger, le MENA du Niger. Allez, troisième et dernier sujet. Éliminatoire Cannes 2023 avec les éperviers Fagnon. Franck, comment ces éperviers peuvent-ils se relancer dans ces éliminatoires après, disons, cette période de doute que nous avons connue? On va rappeler tout de même, bien sûr, après 2 matchs, bien 1 point, voilà, un petit point pris à domicile contre les Swatini et puis une lourde défaite donc face au Cap-Vert. Oui, un début compliqué, le Togo qui se complique la vie avec ces éliminatoires de la CAN 2023. Et comment faut-il se relancer? Il va falloir se poser les bonnes questions. Ne pas dormir sur ses lauriers après ces 2 matchs-là. Qui va poser les questions? L'entraîneur d'abord. Paulo Duarte, parce qu'il a ton reconnu. Ami, oui. Bon, je ne sais pas pourquoi vous insistez sur ce fait, mon ami. Voilà. Mais qui doit se poser les bonnes questions. Il a dit qu'il n'a pas reconnu son équipe. Voilà. Mais quand vous revenez sur cet aspect, moi, ça m'agace. Mais c'est lui qui l'a dit. Oui, mais justement, maintenant, si lui ne reconnaît pas son équipe, c'est moi qui vais reconnaître. Il faut qu'il fasse tout pour maintenant reconnaître son équipe. C'est important et se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. C'est important parce que là, le Togo, sur les 2 prochaines journées, s'il n'y a pas au moins 4 points pris, je pense qu'il va falloir commencer par dire adieu à cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Après, il y a la fédération qui s'occupe de l'organisation, qui doit mettre les petits plats dans les grands à tous les niveaux. Sur le dernier match, on a constaté qu'il y a eu un petit flottement, il y a eu un petit cafouillage. Voilà, les joueurs qui se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas trop, parce qu'il y a eu cette affaire de tickets à offrir. Donc, c'est important et même au ministère, il va falloir mettre une communication, le manager par rapport aux joueurs à mettre. J'ai comme l'impression qu'il a déséquilibré sa sélection. Lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé sur les derniers matchs des éliminatoires du Mondial Qatar 2022,
Vous avez vu, le Togo a fait 4 matchs sans défaite, 2 nuls, 2 victoires. Ce qui veut dire que oui, il y a eu du mieux, mais sur ces débuts d'éliminatoire de la CAN, on a changé un peu les choses en faisant venir d'autres joueurs. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que là, lorsqu'on jette un coup d'œil derrière, c'est comme s'il y a un déséquilibre qui est arrivé. Oui, Angelo, par rapport à cette sélection, la relance est possible. On sait que l'État est là, il fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, je vais dire, avec Madame le ministre toujours, qui est au four et au moulin, c'est là pour chercher les moyens qu'ils font. Bon, maintenant, la fédération, elle fait également de son mieux, mais le problème, j'ai l'impression que c'est au niveau de l'équipe. À un moment donné, il faut une prise de conscience collective. Parce que quand vous voyez, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de moyens pour cette équipe-là. Si nous arrivons à participer à tous les regroupements, à tous les, à toutes les dates FIFA, et toutes les journées FIFA, bien sûr. Avec tout ce qu'il y a, attention. Prise de conscience collective, notamment au niveau des joueurs. Déjà, on nous dit que pour Antalya l'autre fois, pour le stade d'Antalya, on a presque dépensé près de 500 millions. Ah oui, c'est près de demi-milliard. C'est énorme. C'est une sélection budgétivore, quoi qu'on dise. Ah ben voilà. Avec l'argent du contribuable, on le disait la dernière fois ici. On a l'impression que nos représentants, nos ambassadeurs ne sont pas aussi conscients du fait que ce football, bien ce que ce football représente pour le peuple ou le citoyen lambda. La prise de conscience passe également, c'est vrai, par les nouveaux arrivés. J'ai l'impression que pour le moment, sur les 2 matchs que l'on a vus, que ce soit Akman, Asamoah ou encore Kennedy Boateng, ils n'ont pas encore pris, en tout cas, la mayonnaise à la mesure de la situation, et je ne les sens pas encore impliqués dans le moule, en tout cas dans le style de jeu de Paulo Duarte. Faut-il leur laisser le temps? Oui, c'est possible, mais attention à eux-mêmes de rapidement se remettre dans le sens de la marche pour arriver à mettre la sélection à un certain niveau. Deuxième chose, à nous aussi, en tout cas, au niveau de la communication, on l'a dit, nous, on aimerait, tout le monde aimerait que le Togo soit à la Coupe d'Afrique des Nations, mais au même moment, quand vous écoutez un peu ce qui se dit en interne, les joueurs sont confiants. Ils disent qu'ils iront à la CAN. Ça veut dire que sur les 4 matchs à venir... C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oui, ça veut dire que les 12 points, bon, logiquement, ou bien 10 points sur 12, on veut forcément les avoir. Et donc, le premier gros exercice reste le Burkina Faso en aller-retour. À ce niveau, je ne sais pas dans quelle forme de mentalité va être les joueurs, en tout cas pour aller disputer cette double confrontation, et puis terminer en disant ceci. Ça ferait vraiment mal que après justement les 4 matchs dont Franck parlait tout à l'heure, et qu'on replonge totalement dans le trou. Ce serait vraiment très 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 mal vu de la part du public sportif quand on sait que entre temps on a perdu 5 ans pour ne pas être derrière cette sélection. Avec la venue de Paulo Duarte, il y a un regain de confiance, un nouvel espoir qui a commencé à renaître. Je ne sais pas dans quel état il est en ce moment. Apparemment, sur les dernières nouvelles, il a rallié un peu l'Europe, histoire de faire un peu la prospection. On attend son retour. Prospection, bon, on verra bien. Oui, Fifi, oui, mais quelle sera donc votre analyse par rapport à cela? Aujourd'hui, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut gagner les 4 matchs parce qu'on a perdu. Il faut gagner? Oui. Si on veut se qualifier et ne pas regarder... Il faut être dans l'optique de gagner. De gagner, c'est-à-dire si on veut se qualifier, si les joueurs veulent se qualifier à la CAN, ils doivent gagner les 4 matchs pour ne pas regarder à côté. On ne va pas rester encore ici à se dire si l'autre gagne, si quelqu'un perd. C'est ça le calcul d'apothicaire. Voilà, aujourd'hui... Le Togo aime ça. Aujourd'hui, il reste 4 matchs. Avec 12 points, nous sommes à la CAN. Il faut les gagner. S'ils ont la possibilité de les gagner. Mais moi, je félicite beaucoup l'État. À un moment donné, l'État peut se dire, bon, j'ai mis trop d'argent dans cette histoire. Pendant 5 ans, j'ai payé un entraîneur à plus de combien de millions. On ne connaît jamais. On ne peut pas continuer comme ça, donc j'arrête. À une journée FIFA, la dernière fois, le Gabon l'a dit, je n'ai pas d'argent pour jouer les matchs amicaux. On ne joue pas les matchs amicaux. Le Gabon n'a pas joué. Ça n'a tué personne. L'État va le faire, on va parler, mais on ne fera rien. Mais l'État continue quand même à mettre les moyens dans cette équipe-là. La fédération fait de son côté, mais moi, j'accuse les joueurs. Les joueurs se sont moqués de nous lors de ces 2 dernières journées. Il faut avoir le courage de le dire. Ce qui s'est passé face à l'Eswatini est grave. C'est une faute professionnelle de la part de ces joueurs-là. On ne peut pas jouer face à l'Eswatini. On mène. À un moment donné, les adversaires égalisent. Nous sommes pratiquement à la 87e minute. On ne peut plus. On marque
un autre but et se fait encore rattraper. Non, c'est se moquer de ce public-là qui s'est déplacé en nombre. Regardez, ça fait pratiquement 2 ans que le public n'allait pas au terrain. Le jour où le public arrive au terrain, tout le monde était confiant face à cette équipe-là. C'est une faute qu'ils ont. J'espère qu'eux-mêmes, ils ont pris conscience. De cette situation. On peut critiquer peut-être l'entraîneur sur ce match-là. On peut dire, il y a des critiques, oui. On peut même parler du changement en fin de partie. En attendant, un auditeur peut appeler, il n'y a pas de problème. Mais quand on a une équipe, 92 03 60 31 et qu'on a soif de victoire à Kégué, même quand il y a pas de bons remplacements, on ne peut pas se permettre cette erreur de prendre ce but-là. Il y en a déjà dans les arrêts de jeu. Auditeur. Moi, j'accuse. Ils doivent rapidement se ressaisir s'ils veulent être le message est compris. Angelo vient de le dire. Il y a le Burkina et il va falloir gagner face au Burkina. C'est 2 matchs. Voilà. Bonjour, auditeur. Bonjour, c'est Rachid. Rachid, oui, comme d'habitude, le premier appelé. Il est toujours... Oui, rapidement, on dit quoi? Et je salue tout le plateau. Merci. Moi, ce que je vais dire, c'est ce que Fifi vient de dire. Moi, je vais féliciter nos filles, premièrement. Que c'est notre dirigeant qui ne veut pas que nos filles-là aillent de l'avant. Au niveau de la fédération, il ne veut pas que cette fille-là aille de l'avant. C'est ce qu'ils sont en train de faire, que les locaux aussi, qui ne se qualifient pas pour le CHAN. Il faut mieux s'organiser au niveau de la fédération. Il n'y a même pas d'organisation. Tout est bafoué, tout est bâclé. Oh, vous essayez de peindre tout en noir? Oui, tout est noir. Monsieur, si vous prenez tous les membres, ceux qui sont, vous les prenez individuellement, ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas que l'équipe togolaise se qualifie. D'accord. Pour nous, ils nous disent, ils nous engagent, mais au fond de leur cœur, c'est autre chose. Sauf que c'est au niveau du ministère, ils veulent que nos équipes nationales fassent quelque chose. Très bien, Rachid. Merci. Vous serez donc le seul à appeler aujourd'hui. C'est dommage. Franck, merci d'être là. Merci. Angelo, merci. Merci. Fifi, merci. Merci d'être là. Certainement, vendredi, on va se retrouver encore pour poursuivre avec les éperviers dames parce qu'il faudra maintenant voir quelles sont les conditions de rétablir donc cette équipe, de mettre cette équipe en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on va revenir dans cet aspect. Merci également à Elon Madouon et merci à Théo. Je suis aimé. Lubon, on se retrouve très prochainement.